Ce train fonce à 160 km/h vers un semi-remorque couché en travers de la voie. Cet avion s'apprête à atterrir à près de 320 km/h et d'énormes obstacles lui barrent le chemin. Bienvenue dans l'univers fabuleux des crash tests où toutes sortes de véhicules sont testés jusqu'à leur dernière limite. Les voyages aériens n'ont plus rien d'extraordinaire. Des millions de vols ont lieu quotidiennement dans le monde entier. L'avion est un moyen de transport très sûr, car on en teste régulièrement les limites. Ici, on tord l'aile de cet appareil à l'extrême, afin de contrôler sa résistance. Elle ne cède que sous une pression 1,5 fois plus importante que celle pour laquelle elle est conçue. Et voici un avion qui tente de décoller 30 km/h en dessous de la vitesse préconisée. Il s'auto-ralentit en raclant la piste avec sa queue, mais parvient tout de même à prendre l'air. Ce test de chute mené par les services aéronautiques américains permet d'étudier les forces en action lors d'un atterrissage forcé. Ce test, et des milliers d'autres, sont filmés sous tous les angles imaginables, puis analysés encore et encore par des ingénieurs. C'est ce qui a fait de l'avion le moyen de transport le plus sûr de la planète. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les années 50, le premier avion de ligne à réacteur, le Comet, était loin d'être parfait. Mais les nombreux accidents dont il fut victime permirent aux ingénieurs d'améliorer ses performances. Et c'est grâce au crash test que le transport aérien est devenu aussi sûr aujourd'hui. Il arrive pourtant que des avions s'écrasent, et dans ce cas, l'incendie est souvent plus mortel que le choc lui-même. Le feu se propage rapidement, car le carburant se vaporise et devient hautement inflammable. Lors de ce crash test effectué en 1964, le carburant explose comme un nuage de gaz s'enflammant subitement au contact d'une étincelle. L'avion disparaît dans une boule de feu. L'Agence fédérale aéronautique, la FAA, décide donc de développer un nouveau carburant. Les tests effectués à ce jour ont donné naissance à un carburant gélifié. Ce carburant, le kérosène anti-vaporisation ou AMK, contient une résine qui, lors d'un choc, l'empêche de se gazéifier en un nuage mortellement inflammable. Dans ce test, on voit sur le bas de l'écran du AMK projeté sur une flamme. En haut de l'écran, on observe la réaction avec du carburant ordinaire. Le AMK ne s'enflamme pas. Dans cet autre test, on remplit un réservoir de kérosène ordinaire et on le tracte à 50 km/h sur une piste hérissée de pointes pour l'éventrer. Une flamme apparaît sous le réservoir et finit par faire exploser le carburant. La même chose avec du AMK, qui se répand sans brûler car il conserve ses propriétés de gel. Le carburant ne prend pas feu. Les scientifiques sont tellement sûrs de leurs produits qu'ils décident d'effectuer un test grandeur nature. C'est ici, dans le désert de Mojave, en Californie, qu'on commence en 1969 à mettre au point le crash test d'un avion télécommandé. Il faudra 15 années de préparation avant de pouvoir procéder au test en question. William Westfield était alors ingénieur en chef de la FAA sur ce projet. C'est très étrange de revenir sur ces lieux pour la première fois 16 ans plus tard. Ça me rappelle beaucoup de mauvais souvenirs sur ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé lors de ce crash test soi-disant contrôlé, qui s'est révélé assez peu maîtrisé. Avec l'aide de la NASA, on remplit les ailes de l'avion de centaines de litres de AMK. Mon rôle consistait essentiellement à m'assurer que le carburant était fiable et l'avion bien préparé. On savait qu'on testait un carburant qui devait normalement empêcher la vaporisation générée par la plupart des accidents. Et on voulait donc contraindre un avion à s'écraser violemment au sol en se brisant les ailes. Une piste a été spécialement conçue à cet effet dans le désert.
L'aire d'atterrissage était couverte de cailloux, censés provoquer assez d'étincelles pour déclencher un incendie. On avait prévu de gigantesques obstacles que l'appareil devait venir heurter. On les appelait les rhinocéros, et tout dépendait de notre capacité à guider l'avion en plein dessus. La NASA en profite pour tester différents nouveaux équipements comme des sièges plus résistants, de nouvelles boîtes noires et des dossiers ignifugés. 2 pilotes d'essai se sont portés volontaires pour manœuvrer l'avion. Mais la NASA ne veut pas mettre en danger des vies humaines. Un système sera mis au point qui permet à un pilote d'essai expérimenté de diriger ce qui va devenir le plus gros avion télécommandé du monde. Les réacteurs de l'appareil ont dû être modifiés pour que le carburant gélifié retrouve son état original inflammable nécessaire à la combustion. Le moindre problème sur ces réacteurs pourrait faire échouer le test. De fait, ils vont se révéler le talon d'Achille de cette expérience, comme nous aurons l'occasion de vous le montrer tout à l'heure. Heureusement, les accidents d'avion sont rares. Les accidents de voiture, en revanche, font des milliers de morts par an. Un crash test automobile est bien plus simple à effectuer, mais peu de gens savent comment ces tests ont vu le jour. L'automobile est de loin le moyen de transport le plus répandu sur Terre. Mais il n'y a pas encore si longtemps, les ceintures de sécurité, les airbags et même les appuis-têtes n'existaient pas. Les chiffres sont éloquents. Dans les années 50, plus de 5 millions de personnes de par le monde avaient trouvé la mort sur les routes. Aujourd'hui, cependant, les voitures sont plus sûres que jamais, et ce grâce aux travaux d'une petite équipe du Michigan. Bud Mertz faisait partie de cette équipe. J'estime avoir eu beaucoup de chance de pouvoir travailler dans un domaine aussi important pour tous. Je peux dire, oui, j'ai participé au début des crash tests et j'en vois toujours les fruits près de 30 ou 40 ans plus tard. C'est fabuleux. On a fait beaucoup d'études de terrain dans les années 50 pour analyser les données des accidents. Et on a compris pourquoi les gens mouraient. L'équipe de Bud part quasiment de zéro. Le test est lancé. À cette époque, on n'avait aucune information indiquant comment le corps humain réagissait. Personne auparavant n'a jamais étudié les accidents automobiles de manière aussi poussée. Et les mannequins d'essai étant encore très basiques, on doit recourir au volontariat humain. D'ordinaire, c'était le chef d'équipe, dans ce cas le professeur Patrick, qui se portait volontaire pour les essais sur les séquelles corporelles. La majeure partie du temps, il n'autorisait pas les étudiants à le faire avant de l'avoir fait lui-même. J'ai pratiqué ces tests environ 400 fois. Lorsque je percutais le mur au volant à 20 km/h, par exemple, j'avais l'impression qu'on m'arrachait la tête. Et il est impossible de se retenir au volant avec les mains à cette vitesse. On n'a pas assez de force. De nombreuses améliorations en matière de sécurité ces 30 dernières années découlent directement de ces recherches. Autant que je m'en souvienne, à l'époque, on comptabilisait 12 victimes d'accidents de la route pour 160 millions de kilomètres parcourus. Aujourd'hui, le nombre de victimes est descendu à 3,8 pour le même kilométrage, grâce en grande partie aux progrès faits sur les mannequins. À l'époque de Larry Patrick, les pare-brises étaient en verre ordinaire et provoquaient d'horribles lésions sur le visage. Un des tests s'est révélé particulièrement éprouvant pour la peau de Larry. On a aussi testé la violence d'un choc contre la colonne de direction. Ça nous a apporté des informations essentielles sur les traumatismes thoraciques. Mais les constructeurs automobiles doivent pouvoir répéter à l'envi ces tests extrêmes. Ils ne peuvent donc pas continuer à recourir à des cobayes humains. Un neurochirurgien qui travaillait avec nous m'a dit qu'il décelait des séquelles sur ma colonne vertébrale et que je devais arrêter immédiatement.
Cependant, les tests effectués sur des volontaires leur en ont suffisamment appris pour mettre au point un nouveau mannequin d'essai, l'Hybrid 2. C'est le premier mannequin spécifiquement conçu pour résister à plusieurs accidents. On a enchaîné les essais pour démontrer qu'on pouvait les reproduire et les répéter. L'Hybrid 2 est devenu la norme vers 1970-1971. Mais on s'est aperçu qu'il ne disposait pas des caractéristiques humaines qu'on souhaitait. Budd et son équipe tentent alors d'améliorer l'Hybrid 2. L'Hybrid 3 entre en scène. Ce n'est qu'en 1997 que l'Hybrid 2 a totalement disparu au profit de l'Hybrid 3, qui est alors devenu le seul mannequin d'essai pour les dispositifs de retenue. L'Hybrid 3 est aussi devenu le seul à être utilisé dans le monde pour les essais de tous les systèmes de sécurité liés au choc frontal. Les découvertes révolutionnaires faites par Bud Mertz et Larry Patrick sont toujours de première importance aujourd'hui. Selon la même méthode de crash test, cette équipe est sur le point d'envoyer une voiture de 6 tonnes 8 dans un mur de béton à 48 km/h. Un choc capable de causer de graves blessures aux conducteurs ou aux passagers. Grâce à Larry Patrick et son équipe, ce sont 2 mannequins Hybrid 3 qui joueront les victimes. Le choc sera filmé par plus de 30 caméras à très haute vitesse. Les mannequins, les caméras et le matériel électronique doivent être installés avec la plus grande précision si l'on veut que le test soit fiable. Aujourd'hui, on teste l'ouverture des airbags, mais demain, cela pourra être les sièges, les zones d'absorption ou les mannequins eux-mêmes. Il faut plus de 4 heures pour préparer un choc qui durera moins de 80 millièmes de seconde. Un instant infime qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Quand tout est prêt, on remorque la voiture jusqu'à son point de départ en attendant de la précipiter sur le mur de béton. Au ralenti, les dégâts sur la voiture sont évidents. La voiture entre en contact avec le mur à 7 instants. Et en un clin d'œil à peine, tout est terminé. Les airbags se sont déployés correctement et le test est une réussite. Lorsqu'il a été créé, l'Hybrid 3 correspondait en tout point à ce que recherchaient les ingénieurs. Il leur a appris tout ce qu'ils voulaient savoir à cette époque. Mais l'automobile a évolué et les mannequins doivent suivre. Bientôt, l'Hybrid 3 rejoindra ses prédécesseurs dans les musées automobiles, car il n'est plus suffisamment semblable à l'être humain. En un mot, il n'est plus assez biofidèle. Voici son successeur, Thor. On a commencé à développer Thor en janvier 1995. Une grande partie de la technologie liée à Hybrid 3 devenait obsolète. On a donc créé Thor pour accroître la biofidélité d'Hybrid 3. Chaque version de ce mannequin d'essai de haute technologie coûte l'équivalent de 50 000 €. Il a été développé par une équipe d'ingénieurs de Baltimore aux États-Unis. L'un des premiers éléments qu'on a amélioré a été la cage thoracique. Parce que Hybrid 3 possédait une cage thoracique très trapue. Elle était assez peu humaine et les capteurs qui y étaient insérés ne mesuraient la déformation qu'en un seul point. Parmi les autres éléments améliorés, on peut noter la zone des épaules. On a tenté de rendre le mouvement de l'épaule plus réel et on a redessiné la nuque. Nous sommes capables de contrôler les mouvements de la tête de manière plus précise et plus humaine. Quand les airbags apparaissent dans les années 70, le type de lésion engendrée change. Les concepteurs de mannequins doivent donc revoir leur copie. Avec l'avènement des airbags, les terribles blessures si courantes dans les années 70, les compressions des cages thoraciques, ont disparu. Aujourd'hui, les accidentés doivent faire de la rééducation à cause de blessures aux jambes. Les chercheurs estiment qu'il est préférable de se casser un os de la jambe que de se claquer un tendon. L'arrachage de muscles et de tendons entraîne en effet des mois d'immobilité contre quelques semaines pour une jambe cassée. Les jambes de Thor ont donc été conçues pour étudier ces types spécifiques de blessures. Sur Thor, on a intégré des pièces en caoutchouc.
On peut les régler pour reproduire les mouvements d'inversion et d'éversion, les mouvements latéraux du pied, ainsi que la flexion plantaire, le mouvement d'avant en arrière du pied. Ça permet aussi d'étudier la rotation interne et externe de la cheville, ce petit mouvement-là. Et cet élément représente le tendon d'Achille. Il permet d'obtenir une mobilité aussi proche que possible de l'humain. Grâce à Thor et aux premiers volontaires humains, nous avons désormais plus de chances que jamais de survivre à un accident de voiture. Et ces travaux ont fait de ces mannequins les outils de base de tous les crash tests de la planète. Ici, ils permettent de tester de nouveaux airbags pour moto. Dans un accident de voiture, ce sont les jambes qui risquent le plus. Dans un accident de moto, c'est la tête qui court le plus grand danger. Parmi les divers types d'accidents, le plus redoutable est sans conteste celui qui implique une collision frontale. Pour contraindre une voiture à rester du bon côté de la route, on a donc inventé la glissière de sécurité. Pour cet équipement aussi, les études les plus importantes datent des années 50. Tout réside dans la conception. Si les montants ne sont pas assez rapprochés, la bande métallique se tord sous le choc et la voiture passe par-dessus la glissière. En réduisant de moitié la distance entre les montants, tout change. L'utilisation de mauvais matériaux peut aussi avoir des conséquences désastreuses, tout comme une fixation insuffisante des extrémités de la glissière. Les premières barrières flexibles faites de câbles d'acier et de grillage se sont vite révélées dangereuses. Elles menaçaient de décapiter les conducteurs de cabriolets. Les versions suivantes n'étaient pas assez résistantes pour arrêter les voitures. Mais à force de persévérance et d'années d'essais, on a mis au point en 1991 ce câble de sécurité révolutionnaire. Il est en acier au carbone et peut résister à une force de plus de 80 tonnes. Cette voiture a ainsi évité de se mouiller les pneus. Des véhicules bien plus lourds circulent aussi sur les routes. Ce camion-citerne téléguidé est lancé sur une glissière en béton. À 64 km/h, cette dernière ne résiste pas et ploie sous le poids du camion. En situation réelle, le carburant se serait répandu sur la chaussée, provoquant une catastrophe assurée. Nouveau test, avec une glissière 2 fois plus épaisse cette fois. Le camion la heurte à la même vitesse et sous le même angle, mais la glissière ne bouge pas et le camion reste sur ses roues. La glissière décroche son homologation. Autre test à présent. Un camion-citerne est lancé à 80 km/h afin d'étudier la résistance d'une pile de pont. La pile est pulvérisée, l'avant du camion également, et on préfère ne pas imaginer ce qui serait advenu du chauffeur s'il y en avait eu un. Il vous est sans doute déjà arrivé d'oublier un gobelet de café sur le toit de votre voiture. Mais que se passe-t-il si le chauffeur d'un camion oublie d'abaisser sa benne ? Heureusement, le pont est plus solide que le camion. Et qu'en est-il d'une pelleteuse mal chargée ? Le pont semble avoir résisté, mais il aura besoin de quelques réparations. La réfection de ponts coûte des millions et ralentit considérablement la circulation. C'est ce qu'une compagnie de chemin de fer a voulu prouver à l'aide d'un vieil autobus à 2 étages.
Les passagers assis en haut n'auraient eu aucune chance. Les responsables des tests n'en restent pas là. Ils doivent s'assurer que lorsqu'un véhicule heurte ce qu'on appelle le mobilier routier, les équipements cèdent. Qu'on entre en collision avec un réverbère, un panneau de signalisation ou le muret central, on peut se dire que les matériaux ont déjà été détruits à de nombreuses reprises pour notre sécurité. Les ingénieurs s'intéressent aussi aux piétons. Ils tentent d'améliorer leurs chances de survie lorsqu'ils se font faucher par un véhicule. Et ils se préoccupent tout spécialement de la sécurité des enfants. Lorsqu'un enfant est fauché par une voiture, il subit les mêmes lésions qu'un adulte heurté par un camion. La route est dangereuse, surtout lorsqu'on est agent de police. Près d'Atlanta, en Géorgie, un véhicule de police arrête une voiture pour excès de vitesse. C'est une tâche courante que le sergent Henry Huff et tous les agents de police du monde pratiquent des dizaines de fois par jour. La plupart des contrôles se déroulent normalement. On s'approche, on vérifie leur permis, l'assurance, et on verbalise ou non avant de les laisser repartir. Mais en janvier 1997, le sergent Huff arrête la mauvaise voiture. Rien ne l'avait préparé à ce qui allait suivre. Bonsoir monsieur. Vous rouliez à 142 km/h. Tout s'est passé très vite. Ça paraît étonnant, mais je n'ai même pas vu l'arme, ni les coups de feu. Je n'ai rien vu du tout. J'ai juste entendu... Je me suis mis à couvert. J'ai tiré sur le véhicule qui a pris la fuite. Puis je suis retourné dans mon véhicule. J'ai appelé le central pour les prévenir qu'on m'avait tiré dessus et qu'ils devaient m'envoyer une ambulance. Le sergent Huff aurait pu mourir, mais il portait un gilet pare-balles. Voici le gilet pare-balles qu'on porte en service. On peut encore y voir les deux impacts. Il a parfaitement rempli son rôle. Il a arrêté les balles. Voilà à quoi ressemble l'intérieur. C'est très résistant. Ça retient les balles et à cet endroit, il y a une plaque en acier à l'intérieur. La plaque protège les organes vitaux. C'est une protection supplémentaire. On voit bien la trace de la balle sur la plaque. Le sergent Huff doit la vie à cet équipement qui lui a permis de reprendre la surveillance des routes. Son gilet pare-balles a été développé et testé ici, à Jacksonville, en Floride. Le gilet pare-balles est conçu pour résister aux munitions des armes de poing. Les balles 9 mm des pistolets en sont un bon exemple. C'est le calibre qui a été utilisé contre le sergent Huff. À l'intérieur, on trouve les pièces balistiques constituées elles-mêmes de matériaux spécifiques. Le gilet est constitué de dizaines de couches de matière tissée, des polymères pour l'essentiel. Leur superposition ralentit la balle et finit par la stopper. Pour arrêter une balle, on doit absorber son énergie cinétique. Grâce aux matériaux non tissés de haute densité qui se trouvent en surface, on peut commencer à absorber cette énergie et à modifier la forme de la balle. Pour assurer l'efficacité du gilet en conditions réelles, on prélève des gilets au hasard, en sortie d'usine, et on les teste dans notre laboratoire balistique. On les teste aussi souvent car ils doivent sauver des vies. Tom Dragon, spécialiste en balistique, considère que le test est réussi s'il peut retrouver la balle aplatie. Examinons le gilet. On ouvre la housse pour retirer la pièce de protection. Et voilà la balle. Le gilet a rempli son office. Il a stoppé la balle dès la première couche. On note l'endroit où l'énergie a été absorbée. Ça fait des plis. En passant à la deuxième couche et aux couches suivantes, on constate que le matériau est de moins en moins abîmé. Et comme on peut le voir, la balle est déformée, son énergie ayant été absorbée par le système balistique. C'est là tout le rôle d'un gilet pare-balles. C'est comme une extension du corps. On doit le porter à tout prix.
Et je suis extrêmement reconnaissant envers les gens qui les fabriquent. Le gilet pare-balles a été développé par l'armée afin de protéger les soldats, mais l'armée a bien d'autres innovations à son actif en matière de tests. Des tests qui ne se passent pas toujours sans anicroche. Dans les années 80, lors de la crise des otages américains au Liban, l'armée de l'air invente un nouveau système de décollage et d'atterrissage ultra rapide pour ses avions gros porteurs. On a fixé des fusées sur cet Hercule C-130. Le décollage se passe bien. Mais au moment d'atterrir, les fusées se déclenchent trop tôt et arrachent littéralement les ailes de l'appareil. Même quand l'armée se passe de pilote, grâce aux armes comme ce missile de croisière Tomahawk, elle doit effectuer des essais. Lors d'un conflit, les dommages collatéraux et les pertes humaines inutiles qu'ils entraînent peuvent s'avérer catastrophiques auprès de l'opinion publique. Ce Tomahawk, tiré depuis la côte sud de la Californie, est programmé pour aller frapper un bunker de communication à plus de 800 km à l'intérieur des terres. Pour effectuer son trajet, le missile vole très bas, au fond des vallées, descendant par moments jusqu'à 60 mètres d'altitude. Et c'est réussi. Le Tomahawk a atteint sa cible au centimètre près. Ici, la marine australienne souhaite tester la précision d'une torpille tirée depuis un nouveau sous-marin. Un navire de guerre réformé fait office de cible. La torpille fait mouche et propulse des fragments à plus de 150 mètres dans les airs. En matière d'essais d'armement, rien ne surpasse ce test mené par le gouvernement américain dans les années 50. Il a été prévu de faire surgir une ville dans le désert du Nevada et d'installer des caméras afin de filmer sa destruction à l'arme atomique. L'idée est de voir comment une ville ordinaire résisterait à une explosion nucléaire. On construit tout d'abord une ville dotée d'un poste électrique, d'une station de radio et d'une station-service avec un réservoir d'une contenance de 68 000 litres. Ce dernier étant partiellement rempli d'essence afin de tester sa résistance. Différents types de maisons ont été bâtis, dont un bâtiment en béton de plein pied censé être le plus solide. Par souci de réalisme, on installe des mannequins dans des foyers entièrement meublés et on en positionne d'autres à l'extérieur afin de tester leurs vêtements. On place même de la véritable nourriture dans les réfrigérateurs. Des journalistes triés sur le volet sont invités à venir observer l'explosion. Les observateurs sans lunettes doivent détourner la tête au moment de l'explosion. H-10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La bombe est 2 fois plus puissante que celle qui a été larguée sur Hiroshima. Le poste électrique résiste à l'onde de choc, ce qui n'est pas le cas de certaines autres structures. Le bâtiment de plein pied en béton résiste plutôt bien et les pylônes électriques, bien que mis à mal, fonctionnent toujours. Et une fois l'électricité rétablie, la station de radio recommence à émettre. Le réservoir de carburant est resté intact, mais les mannequins n'ont pas eu cette chance. Les essais nucléaires américains ont pris fin en 1992. Ces expériences ont appris aux scientifiques qu'on pouvait maîtriser l'énergie nucléaire et l'utiliser pour le bien de l'humanité. Seul inconvénient, les déchets. Dans le cas des déchets nucléaires, le péril est mortel. On doit les transporter avec d'infinies précautions vers des décharges spécialisées. Leurs conteneurs doivent rester étanches quoi qu'il arrive. Ils sont donc testés, encore et encore. Les premiers essais s'effectuent en remplissant le conteneur d'eau afin de visualiser les fuites causées par une chute. On note ici que le conteneur commence à fuir. Après avoir revu le conteneur, on corse l'affaire. La chute se fait cette fois depuis une hauteur plus importante. Étape suivante, on arrime le conteneur sur un camion qui est projeté contre un mur de béton.
Et pour finir, c'est un wagon de 200 tonnes qui vient percuter le conteneur. La déformation du conteneur a été minime et son étanchéité n'a pas été compromise. Ces tests ont été repris dans d'autres pays. Ici, une équipe britannique a placé un conteneur nucléaire sur une voie ferrée et envoie un train le percuter à plus de 160 km/h. Le conteneur sort intact de ce choc, contrairement à tout le reste. Il se produit parfois des catastrophes ferroviaires, comme celle de la gare de Paddington à Londres en 1999, qui a coûté la vie à 30 personnes. Les compagnies de chemin de fer ont donc à cœur d'améliorer leur matériel par des tests poussés. Lors d'une collision, c'est le chevauchement de deux trains qui est le plus à craindre, car des compartiments voyageurs se trouvent alors compressés. Les ingénieurs ont donc pourvu les extrémités des wagons de zones tampons qui absorbent l'énergie du choc. Les zones tampons jouent leur rôle, ce sont elles qui trinquent. Ces tests ont cependant un coût élevé et ils sont de plus en plus amenés à être remplacés par des simulations informatiques. À Pueblo, dans le Colorado, on projette un wagon contre un mur pour permettre à des ingénieurs de concevoir un logiciel de simulation fiable. À seulement 56 km/h, tous les mannequins non attachés sont violemment projetés dans les airs. La collision fournit une quantité inestimable de données qui permettront d'effectuer les futurs essais dans un monde virtuel. Certains équipements pourtant ne peuvent pas être testés virtuellement. Les pare-brises des trains, par exemple, sont toujours fabriqués à la main et doivent être parfaits. Un verre défaillant pourrait entraîner la mort du conducteur. Des échantillons sont donc régulièrement soumis à des contrôles. Un projectile d'acier va être lancé à 290 km/h sur cette plaque de verre. Le pare-brise semble avoir résisté, mais cela ne suffit pas. Le moindre fragment de verre pénétrant dans la cabine du conducteur pourrait causer une blessure. La face interne du verre doit donc rester intacte. Test réussi. Sur les avions, l'impact le plus dangereux pour les panneaux vitrés du cockpit sont les collisions avec des oiseaux. Lors d'un test, la verrière de cet appareil militaire cède sous l'impact d'un vrai poulet. Le pilote n'y aurait sans doute pas survécu. Des études ont permis aux chercheurs de développer une verrière flexible qui se déforme sans céder sous le choc. Dans le pire des cas, les chercheurs doivent garantir au pilote que son casque restera en place et en un seul morceau. Mais si la verrière et le casque ne remplissent pas leur rôle, le pilote doit alors envisager d'atterrir en catastrophe. Une procédure que les ingénieurs étudient depuis des années. Lors de cet accident réel, le pilote de l'hélicoptère s'en est sorti de justesse. Dans tous les accidents, il y a 3 types de chocs. Le choc initial correspond au moment où l'appareil, ici un hélicoptère, heurte le sol. Le deuxième choc a lieu quand les occupants entrent en collision avec les instruments de bord. L'accélération du mouvement de la tête peut induire un écrasement du cerveau contre la boîte crânienne, ce qui constitue le troisième choc. Donc, en empêchant ces traumatismes, on peut réduire d'environ 30% le risque de mortalité dans un tel accident. À Phoenix, en Arizona, les chercheurs font subir des chutes à des mannequins pour étudier les forces en action lors d'un accident d'hélicoptère. Pour ce test, on va hisser la cabine de largage à une hauteur d'environ 10 mètres afin de simuler une chute très violente de l'appareil. Ils testent un matériel qui nous est désormais très familier et qui pourrait nous sauver la vie un jour.
Tout comme un airbag automobile protège le conducteur lors d'un accident, l'airbag de cockpit protège le pilote lors de la chute de l'hélicoptère. Dans un accident récent d'hélicoptère civil, la seule mort à déplorer a été celle du pilote, due à un choc facial avec la commande de pas cyclique. La commande de pas cyclique est le manche qui permet de piloter l'hélicoptère. Au ralenti, on constate que le seul traumatisme résulte du choc de la tête du mannequin sur le manche. C'est ce type de traumatisme qu'on peut tenter de prévenir grâce à un airbag. Pour ce test, les ingénieurs ont désactivé l'airbag afin d'étudier l'amplitude des mouvements de la nuque et de la colonne vertébrale lors du choc. Ils vont chuter d'une hauteur de 10 mètres. L'impact se fera à 55 km/h et ils subiront une accélération de près de 50 G. En moyenne, les muscles humains ne supportent pas les impacts de plus de 3 G. Un impact de 50 G multiplie le poids de la tête par 50. On peut s'attendre à une accélération extrême de la tête, à une extension excessive de la nuque et à une compression de la cavité thoracique. Bon, maintenant on va connecter les derniers câbles et on va pouvoir lancer le test. Les chercheurs espèrent que les airbags seront un jour encore plus répandus. Au final, ce matériel peut être décliné sur les sièges passagers, y compris sur les vols des lignes commerciales. Au ralenti, on voit la tête du mannequin heurter ses genoux, juste là où aurait dû être la commande de pas cyclique. Les airbags pourraient donc contribuer à améliorer le bilan de sécurité en cas d'atterrissage d'urgence. Mais certaines tragédies aéronautiques laissent peu d'espoir à quiconque d'en réchapper. Ces images correspondent à un test, mais ce genre d'événement peut arriver, comme dans l'attentat de Lockerbie en Écosse en 1989, quand le vol 103 de la Pan Am a explosé à cause d'une bombe. Les ingénieurs ont donc voulu savoir s'il était possible de concevoir un avion résistant aux bombes, et pour ce faire, ils ont à nouveau eu recours au mannequin d'essai. Cette explosion dans le Nouveau-Mexique fait partie d'un test destiné à étudier ce qui se passe lorsqu'une voiture piégée explose. La voiture a entièrement disparu. La charge explosive pesait 159 kilos. Imaginez les dégâts qu'une bombe de cette taille pourrait causer à un avion. Le vol 103 de la Pan Am a été détruit par une bombe de moins de 500 grammes. La FAA a fait des essais très poussés pour voir comment on pouvait contenir une telle explosion. Les ingénieurs ont commencé par reconstituer au sol les conditions de vol et de pressurisation à 10 000 mètres d'altitude dans un avion de ligne désaffecté. Puis, ils ont fait exploser une bombe cachée dans la soute. Comme ils le supputaient, le point faible est la soute à bagages. Un conteneur à bagages ordinaire est ensuite testé avec la même quantité d'explosifs que celle utilisée à Lockerbie. Le conteneur est réduit en miettes. Étape suivante, on recouvre les parois intérieures du conteneur d'une couche de tissu synthétique similaire à celui des gilets pare-balles qui absorbe les ondes de choc. La déflagration est contenue. Des spécialistes des explosifs britanniques ont placé une bombe dans la soute de ce jumbo jet. Puis ils répètent le test après avoir recouvert l'intérieur de la soute avant avec un nouveau matériau résistant aux bombes. On entend l'explosion, mais on ne la voit pas. Les tests sur les avions ont toujours été essentiels pour conserver la confiance du public. Revenons maintenant aux essais destinés à expérimenter le kérosène anti-vaporisation, le AMK. Un crash test dont la mise au point avait nécessité une quinzaine d'années et qui, en 1984, allait devenir l'un des plus spectaculaires de tous les temps. William Westfield est à l'époque responsable du projet.
2 pilotes se sont réellement proposés pour écraser l'avion. Soucieuse d'épargner des vies humaines, la NASA préfère miser sur un système télécommandé. Les gens de la NASA ont fait un travail extraordinaire. Ils pouvaient télécommander cet appareil et je crois qu'ils ont effectué une 60aine d'approches, dont certaines étaient si précises que les roues de l'avion touchaient le sol, puis redécollaient immédiatement. Je crois que tout du long, je me suis dit, est-ce qu'on a pensé à tout? Est-ce qu'on n'a rien oublié? On savait que le carburant était idéal et que l'essai était parfaitement conçu. L'avion a parfaitement décollé, il n'y a eu aucun problème et il a entamé son grand cercle pour se positionner dans l'axe de la piste d'atterrissage. Malheureusement, il s'est aligné trop à droite et, durant l'approche de la zone, le pilote a tenté de le ramener sur la bonne trajectoire. Mais l'appareil est trop bas et le pilote n'a pas le temps de le remettre sur la trajectoire. Je me suis dit à voix haute, il ferait mieux de refaire un tour car il n'est pas aligné. Et quelques secondes plus tard, j'ai entendu des voix dans toute la tour de contrôle qui criaient « Repars! Qu'est-ce qu'il fait? Remonte !» Il a touché le sol entre 50 et 75 mètres avant sa cible. Son aile gauche et le réacteur se sont enfoncés en faisant pivoter l'avion sur la gauche. Il a glissé sur toute la zone d'essai en fauchant tous les obstacles. C'était comme si j'avais reçu un énorme coup de poing dans l'estomac, car il était impossible dans ces conditions que le carburant ne prenne pas feu. Que s'est-il donc passé? La NASA, à cause de tous les gens qui étaient venus sur la base pour assister à cet essai, ne voulait pas que l'avion soit contraint d'effectuer plusieurs approches. Et plutôt que de faire comme pour les essais précédents, ils ont fait pression sur le pilote pour qu'il atterrisse du premier coup. Après des mois d'entraînement et des dizaines de vols sans problème, lorsque le pilote doit absolument réussir, il échoue. L'avion atterrit en penchant sur la gauche et les obstacles censés découper les ailes heurtent les réacteurs dans lesquels le carburant est sous sa forme inflammable. Même si nous avons perdu le contrôle de ce test, qui a été considéré comme un échec, on a récolté bon nombre de résultats positifs. Le comportement des équipements de bord a été excellent, que ce soit les sièges à absorption d'énergie, leur tissu ignifugé, le plancher évitant la transmission des chocs aux passagers, ou les enregistreurs de vol qui ont enregistré plus d'informations que jamais auparavant. Tous ces éléments ont passé ce test avec brio. La NASA décide pourtant d'abandonner le AMK. On a additionné tous les coûts de recherche, les coûts des modifications à apporter aux raffineries et à la production. Et on a obtenu un résultat qui, pour un vol de 2400 km, disons entre New York ou Philadelphie et Chicago, représentait une augmentation du billet de $3,95. On était stupéfaits. On croyait que ce serait beaucoup plus que cela. Ce carburant reste ininflammable sous certaines conditions et les catastrophes aériennes existent toujours. Alors si cela peut sauver même la moitié des vies, allons-y. Durant la construction de l'Empire State Building à New York, un avion de l'armée volant partant de brouillard s'est écrasé contre le dernier étage. Aux dernières nouvelles, 3 hommes d'équipage ainsi que 10 personnes travaillant dans le gratte-ciel sont décédés. Cet accident a poussé les ingénieurs à s'interroger sur la capacité des centrales nucléaires à résister à un impact.
Ils ont donc projeté un avion de chasse F-4 Fantôme sur un mur en béton à 800 km/h pour observer qui, de l'avion ou du mur, tiendrait le mieux. C'est le mur qui a gagné. On a l'impression sur ces images que l'avion s'est volatilisé. En réalité, il s'est totalement désintégré. Si cela avait été le mur d'enceinte d'une centrale nucléaire, il n'y aurait donc rien eu à craindre. En dehors de leur aspect spectaculaire, ces tests permettent avant tout de sauver des vies et d'éviter des blessures. Les développeurs des technologies les plus récentes comme la robotique, la cybernétique et la cryogénie ont tous bénéficié des connaissances acquises lors des crash tests effectués au cours des 40 dernières années. Et dans un proche avenir, ce seront les voyages spatiaux qui retiendront le plus l'attention des chercheurs. Les humains commenceront à vivre et à travailler de plus en plus dans l'espace. Cet environnement hostile suscite des risques encore plus élevés que sur Terre. Lorsque la navette spatiale Challenger a explosé au décollage en 1986, la NASA elle-même a dû recourir au crash test pour trouver des réponses. Chaque composant des réacteurs de la navette a été testé jusqu'à son extrême limite pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Grâce à tous ces tests, nos vies sont aujourd'hui plus sûres. Alors la prochaine fois que vous voyagerez, par route, par train, par avion ou même en vaisseau spatial, souvenez-vous que tout a été testé pour votre sécurité. Cela vaut aussi pour le poste devant lequel vous regardez ce programme. Il a certainement été testé jusqu'à destruction complète.